Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Les étoiles les plus filantes d'Estelle Sarabulle, publiée aux éditions Liana Levy, électrise le ciel du Brésil des années 50, en plein tournage du film Orfeu Negro. Et la jeune danseuse Gypsy Dusk compte bien emporter le rôle de sa vie sous la direction de Marcel Camus. Embarquement immédiat dans une fiction qui nous transporte de Rio à Paris au son du jazz et de Boris Vian en arrière-plan. Splendeur et décadence d'une époque cerclée par la guerre froide, où l'on s'arroge le droit de briller, même une seule fois. Estelle Sara, votre roman se lit comme un conte dans lequel la nature humaine doit franchir des épreuves. Qu'en dites-vous ? Mais écoutez, pourquoi pas ? On peut le lire comme un conte. J'ai vu d'autres gens me dire ça se regarde comme un film. Donc moi tout ça me plaît, c'est quand même l'histoire. Le but au départ c'est effectivement de raconter une histoire. Donc si vous l'avez pris comme un conte, ça me va parfaitement. Vous avez dû effectuer un énorme travail de recherche ? Pas tant que ça, parce que je voulais pas me noyer dans les détails historiques, il y en a déjà beaucoup, et moi je ne suis ni historienne, ni spécialiste du cinéma. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment quand même de raconter une histoire, une fiction autour d'un sujet qui est réel à la base. Donc je me suis évidemment quand même documentée. Il existe le film déjà en tant que tel, donc la matière qui suscite l'inspiration, elle est là, et je voulais vraiment rester collée à ça. Et ensuite, j'ai plutôt fait des vérifications que des recherches. C'est-à-dire que quand j'avançais quand même une hypothèse d'intrigue dans mon histoire, je voulais quand même vérifier la cohérence de ce que je racontais parce qu'on est dans une période quand même charnière. C'est la guerre froide. Il se passe beaucoup de choses internationalement à ce moment-là. Donc il fallait juste que je sois cohérente au niveau de ce que je racontais, des personnages, des dates, etc. Mais sans me laisser noyer par les détails historiques. Quel est le personnage le plus tragique ? Dans cette histoire, je dirais que c'est quand même l'héroïne principale, Gypsy, parce que c'est vraiment une jeune femme qui croit dans son destin, qui a vraiment l'intention de réussir en tant que comédienne, qui en a sans doute tous les atouts, mais qui va faire face à une société qui n'est pas prête, je pense, pour lui offrir toute la palette de rôles auxquels elle rêvait. Donc elle commence très très fort avec ce film qui l'emmène jusqu'au Festival de Cannes et puis qui a un retentissement international. Et après ça s'arrête. Donc après elle a passé, et ça c'est la réalité, des décennies à essayer de retrouver des rôles qu'elle n'a pas pu avoir. Et puis en plus ça résonne quand même avec des problématiques actuelles. Donc voilà, je pense que c'est elle. Pensez-vous que les sphères artistiques sont toujours nimbées d'un snobisme de classe ? Je fais référence à la photo de groupe des réalisateurs à la fin du livre, après la remise de la Palme d'Or. Ah oui, c'est une photo qui est assez célèbre, où on voit un petit peu toute la bande en fait qui va faire la nouvelle vague et qui va exploser dans les années qui suivent. Il se trouve qu'ils se connaissent tous, c'est la bande des cahiers du cinéma, ils ont tous travaillé ensemble, ils ont plus ou moins tous des liens familiaux, ils sont vraiment extrêmement proches et ils vont se serrer des coudes pour prendre d'assaut le cinéma français et imposer leur marque, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est vrai que ces histoires de bandes, de groupes, de réseaux qui se soutiennent, qui se serrent les coudes, c'est très actuel aussi. Donc ça m'intéressait d'en parler parce qu'on retrouve ça dans tellement de mouvements artistiques encore aujourd'hui que ça paraît avoir été fait hier, quoi. Récemment, j'ai entendu dire que Rio parvenait à faire ressentir aux étrangers qu'il n'en était pas, contrairement à d'autres grandes métropoles. Quel est votre avis ? Ah oui, je pense qu'il y a de la vérité là-dedans. D'ailleurs, le vrai réalisateur, Marcel Camus, a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que Rio pour être français. Donc lui, il était très attaché. D'ailleurs, il est retourné après, tourné au Brésil. Et je crois que c'est vrai que c'est un pays très, très ouvert. Et c'est un pays américain. Et il a sans doute ce côté, effectivement, d'accueil des populations autres. Il n'y a pas une culture très installée, un peu figée, fermée, comme on pourrait trouver peut-être dans certains pays européens, à commencer par la France. Question personnelle.
Êtes-vous allé au Brésil ou y êtes-vous retourné ? J'y suis allée en imagination et avec la littérature. C'est un peu comme Blaise Cendrars qui, soi-disant, a pris le transsibérien et puis pas du tout. Donc non, je n'y suis pas allée. J'avais quand même l'intention d'y aller, honnêtement. Mais après, bon, on sait ce qui se passe depuis 2 ans avec la pandémie, surtout là-bas. Donc je risquais plus d'y mettre les pieds, voilà. Mais que j'y sois allée ou pas, je voulais, moi, raconter cette histoire. Et c'est en fait le film, moi, qui m'a fait voyager. C'est pas un Rio réel, on l'a suffisamment reproché comme ça à Marcel Camus. Et de toute façon, même si j'y étais allée, j'y arrive 60 ans après les faits. Donc sans doute que le Rio réel de l'époque n'existe de toute façon plus du tout. Donc ça me dérangeait pas, c'était pas un frein pour moi de ne pas connaître ce Rio-là. La dimension du polar est très présente dans votre livre. Quel rôle avez-vous souhaité lui donner ? Alors là, je me suis fait plaisir. Vraiment, j'avais envie qu'il y ait un petit côté polar autour de cette histoire, que ce soit pas juste l'histoire de la réalisation d'un film. Le côté artistique, évidemment, est très central, mais j'avais envie aussi de parler un peu de ce qui pouvait se passer autour, dans une ville comme Rio. Après, il fallait que je trouve justement un prétexte qui me fasse aller dans ce monde-là. Et là, on revient encore une fois à la guerre froide. Et pour moi, c'était évident que à cette époque, se sont tramées des choses de ce type-là. Alors peut-être que je suis tout simplement imprégnée par les vieux James Bond ou voilà toutes les histoires d'espionnage qui ont eu lieu à Rio. Mais voilà, j'avais envie moi d'amener ma petite patte personnelle à cet univers-là. Avez-vous eu des retours de lecteurs ? Et aussi, avez-vous eu peut-être des retours de personnes directement liées au film Orfeo Negro ? Alors, en fait, moi, j'ai été en contact avec les 2 enfants de Marcel Camus, qu'elles j'ai pu discuter, qui étaient ravis que je m'empare de ce sujet, qui sont assez éloignés de ça, qui voilà, ils marchent pas du tout dans les traces de leur père professionnellement, donc ils ont un regard un peu extérieur. Mais ils sont toujours très étonnés de voir l'écho, 60 ans après, qu'a le film de leur père. Et donc très curieux de lire un roman qui parle de ça. Je leur ai bien expliqué que c'était quand même une fiction. C'est pas l'histoire réelle de leur père, de leur mère, parce que leur mère est une des 2 actrices du film. Et donc j'en parle à ce titre-là dans le roman. Mais c'est pas leur histoire réelle. Donc ils ont bien compris que ce serait un petit décalage par rapport à la réalité et ça leur plaît de toute façon que j'évoque ça et que la littérature s'en empare. Et ensuite, il y a une autre personne qui m'a contactée il y a peu de temps. C'est la réalisatrice qui fut la dernière à faire tourner Marpessa Down, la gypsy du roman. Je sais qu'elle a été très touchée par le fait que j'aborde cette histoire. En plus, elle a lu le roman au moment où le film lui-même ressortait sur les écrans, parce que là, il ressort dans une version numérisée, restaurée. Et donc, voilà, elle a une relation très forte avec Marpessa Down, cette actrice qui nous a quittés depuis, mais qu'elle a eu la chance de faire tourner au début des années 2000. Et donc, je sais qu'elle a envie de m'en parler. On va avoir plein de choses à se dire à ce propos. À la lecture de votre livre, on se rend bien compte que le métissage, le mélange des cultures permet cette frénésie créative et artistique. Oui, alors la création artistique, c'est quelque chose de tellement complexe et mystérieux. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans la tête du réalisateur quand il a fait ce film ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ses acteurs ? Je ne saurais le dire, mais c'est sûr que moi, j'avais envie quand même de raconter ces trajectoires incroyables. Je crois qu'il faut quand même garder l'aspect lumineux de ce qu'ils ont vécu. Je pense qu'ils ont tous été très heureux de faire ce film et de le montrer à un public si vaste. Après, il y avait évidemment tous ces combats qui étaient en arrière-plan et le réalisateur lui-même qui était un humaniste. Je pense qu'il avait envie de montrer des choses et d'expliquer des choses dans ce monde d'après-guerre. Donc ils avaient tous des raisons très fortes pour participer à cette aventure, mais je crois que c'était pas le discours social ou politique qui primait pour eux, c'était vraiment de faire partie d'une aventure artistique très forte. Estelle Sarah, comment écrit-on un personnage qu'on aime ? Mais déjà, je crois pas qu'on écrive sur des personnages qu'on déteste, parce que ça doit pas être facile, on les aime tous. Et donc après, c'est le travail classique du romancier, c'est se mettre dans la peau de son personnage, dans sa tête, lui inventer un monde, un arrière-plan, une conscience. Alors on puise dans quoi ? On puise dans soi-même, on puise dans ce qu'on voit en extérieur. J'ai beaucoup regardé des scènes du film pendant que j'écrivais, parce que ça me nourrissait aussi.
aussi. Et puis après, on peut puiser dans des choses qui n'ont rien à voir. Moi, j'aime bien lire de la poésie aussi quand j'écris. Donc voilà, on se nourrit de tout ça. Et puis ensuite, il y a la cohérence interne du roman qui fait que on sait que tel personnage à tel moment doit réagir de telle façon. Et la personnalité de chaque personnage, finalement, finit par se développer d'elle-même, comme des fleurs sur un même engrais vont pousser et aller forcément dans une direction. Donc voilà, c'est un mélange de choses volontaires et de choses quasiment involontaires qui se mettent en place pour créer les personnages. Dans votre livre, la beauté des corps a une importance considérable. Pourquoi ? Oui, ça c'est ce qui m'a marqué quand j'ai vu le film en fait, parce que c'est le film qui est comme ça. D'ailleurs, Marcel Camus, le vrai réalisateur, a fait quand même son casting en fonction de la beauté des corps qu'il voyait pour son film. En plus, ça se passe en période de carnaval. Donc au Brésil, le carnaval, c'est aussi le moment de l'exaltation des corps. Donc il rend très très bien ça, et c'est vrai qu'ils sont tous très beaux, et en plus ils sont tous tout le temps en train de danser. Donc pour moi c'était important dans le roman de rendre cette sensualité des corps, de la faire sentir et qu'elle soit aussi présente que quand on assiste, qu'on est plongé dans un carnaval à Rio ou que dans l'œil de Marcel Camus. Et là-dessus, j'avais un point de référence parce qu'il se trouve que donc, je suis originaire des Antilles. Et aux Antilles, il y a aussi un carnaval. Et c'est très très beau. Et donc je voyais quelles images avaient pu inspirer Marcel Camus et ce qu'il avait voulu rendre. Sans compter que les deux actrices du film, quand même, autour desquelles je noue une histoire d'amour, une rivalité avec le réalisateur, sont quand même toutes les deux très très belles. Enfin, quand vous verrez le film, vous verrez. Alors, il y a ceux qui sont plus pour Marpessa Down, ceux qui sont plus pour Lourdes de Oliveira, mais elles sont toutes les deux magnifiques. Elles sont très belles. Voilà. Donc dans deux styles différents, voilà, elles sont très belles. Le triangle amoureux, c'est vraiment une matière littéraire inépuisable. Inépuisable quand même. Le film, c'est quand même autour d'une histoire d'amour. C'est Orphée et Eurydice, c'est peut-être la plus belle histoire d'amour du patrimoine européen. Donc c'est beau qu'il ait pris ça, qui est vraiment un grand mythe occidental fondateur pour notre culture, et qu'il l'ait plongé dans les favelas. Et ça marche très très bien. Donc cette histoire d'amour qui est au cœur du film, moi j'avais pas envie qu'elle disparaisse parce que je parle du tournage et qu'on est dans la réalité. J'avais envie de montrer que ces acteurs sont aussi des êtres humains qui ont eux-mêmes leurs histoires d'amour à raconter. Et donc ça me plaisait, moi en tant que romancière, de doubler l'histoire d'amour du film par une histoire d'amour qui se passe pendant le tournage. Estelle Sarah, on est prêt pour la lecture d'un extrait de votre ouvrage. Évidemment, vous ne pourrez jamais interpréter la Dame aux camélias. Qu'attendez-vous du cinéma français ? La question fit à Gypsy l'effet d'un nuage masquant la lumière, plombant le bleu de la mer devant elle et le violet vif de la glycine qui dévalait à sa gauche le mur du café où elle s'était installée face à François Chalet. Elle ne se départit pas de son sourire appliqué et chercha rapidement la meilleure réponse à faire. Pourquoi ne pourrait-elle pas jouer la Dame aux camélias ? Elle connaissait ce roman, l'un des rares qu'elle avait lu en français des années plus tôt pour se familiariser avec la langue et parce que Boris Vian le lui avait conseillé en lui contant l'histoire des Dumas, du fringant général haïtien à ses illustres descendants, éminents auteurs de la littérature française. À la lecture du roman, elle avait justement rêvé à ce rôle romantique. Elle s'y était vue. Fallait-il préciser à François Chalet qu'elle était douée de sentiments et capable de comprendre un tourment d'amour, comme n'importe quelle autre actrice ? Sa question, qu'attendez-vous du cinéma français, était celle, suspicieuse, d'un douanier campé aux frontières de l'imagination. Chalet considérait que Gypsy n'avait rien à attendre du territoire cinématographique français, du cœur du public et surtout de l'envie qu'auraient d'elle d'autres réalisateurs, surtout ceux de la nouvelle vague. La question délimitait d'emblée les possibilités qui lui étaient offertes. Tout au plus, musicienne, figurante dans un café louche, prostituée à Vincennes et plus tard, lorsqu'elle serait moins belle, nourrice ou femme de ménage. Sans y paraître, le journaliste venait de lui signifier, de sa voix traînante, les contours infranchissables de sa carrière.
Estelle Sarabulle a reçu une bourse de découverte du CNL en 2019 pour l'écriture de ce roman paru aux éditions Liana Levy. Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, également paru chez Liana Levy, a lui aussi bénéficié d'une subvention du CNL attribuée par la commission Extraduction pour sa traduction en anglais.